Après la ville de Goma et Kinshasa, c'est au tour de la ville qui préfère d'accueillir le premier forum sur l'autonomisation des jeunes avec comme thème l'enseignement universitaire en RDC. Pour quelle finalité? Après l'hymne national congolaise, le chargé de communication de l'Institut français Al de l'Étoile, le président des ABAR et RDC, les représentants de la radio Don Bosco ont prononcé le mot de bienvenue. Cette initiative, aussi louable de ABAR et RDC avec tous ses partenaires, qui a voulu mettre en place des cadres de concertation, si on peut l'appeler comme si, un espace d'échange entre les jeunes et en même temps entre les partenaires de l'éducation ou de l'enseignement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'Institut français a la mission de la promotion de la culture et aussi de la langue française, et l'enseignement en RDC, c'est un enseignement qui pour la majorité est donné en langue française. Alors cela rejoint nos objectifs qui sont de faire de cet espace un cadre d'échange, un cadre de partage entre les différents partenaires pour essayer de relever le défi de l'enseignement, parce que nous savons tous que l'enseignement c'est le socle du développement et aucun développement à l'heure actuelle n'est possible sans l'éducation. Alors nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que ces échanges vont être importants et nous allons lancer un cri fort à ceux-là qui décident, à ceux-là qui ont des responsabilités, pour que chacun à son niveau puisse appliquer les résolutions qui seront issues de ces forums. Bienvenue et bonne matinée à tous. Monsieur le représentant du ministre provincial de l'enseignement, Monsieur le représentant du commissaire général en charge du sport, Monsieur le représentant de Madame la directrice de l'Institut français de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs, le présent forum sur l'autonomisation des jeunes découle du projet d'organisation des activités dites offline, c'est-à-dire l'ensemble des événements ne nécessitant pas une connexion à Internet, telles que des conférences, des émissions radio ou télé et des formations. En effet, ABAR RDC est une association de jeunes blogueurs dont les activités se déroulent essentiellement sur Internet, mais avec le souci de donner la parole à tous les jeunes et de pouvoir faire émerger un débat de société sur des thèmes majeurs comme l'emploi des jeunes, l'éducation, les violences basées sur les genres, la discrimination ou le sport. En un an d'existence seulement, notre petite association a pu réaliser plus d'une dizaine d'activités offline dans les villes de Kinshasa, Goma, Bujimaï et Lubumbashi. 4 villes où nous sommes présents avec le rêve de nous étendre un peu partout dans le pays. ABAR RDC en chiffre, c'est plus de 1 million de visites sur son site en un an depuis sa création, plus de 400 commentaires en moyenne sur sa page Facebook, plus de 1000 articles publiés et pas moins de 100 blogueurs adhérents. Les thèmes du forum sur l'autonomisation des jeunes n'ont pas été choisis au hasard. Ils découlent d'un constat fait au fil des rencontres avec les jeunes de notre pays. S'ils constituent plus de 60% de la population, ils sont ceux qui sont les plus touchés par le phénomène du chômage massif. S'ils sont de plus en plus nombreux dans les universités, ils sont ceux qui réussissent le moins à décrocher un emploi ou à concrétiser un projet entrepreneurial. Nous avons l'espoir que le forum sur l'autonomisation des jeunes sera le début d'une réflexion de fond sur un problème majeur. C'est ici l'occasion de remercier l'Institut français et sa directrice pour la confiance qui nous a été faite en vue de la conclusion d'un partenariat à l'occasion de ce forum. Et pas moins de 100 blogueurs adhérents. Les thèmes du forum sur l'autonomisation des jeunes n'ont pas été choisis au hasard. Ils découlent d'un constat fait au fil des rencontres avec les jeunes de notre pays. Vive la jeunesse congolaise, vive la République démocratique du Congo, vive ABAR RDC, je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour ABAR, 1 100 blogueurs, je crois. Voilà, c'est un plaisir pour moi, au nom de la radio Don Bosco, de prendre la parole devant vous et dire merci d'abord à ABAR d'avoir fait confiance à l'une des radios les plus jeunes de la ville
mais qui aussi place au cœur de sa activité la jeunesse. Vous savez, la famille salésienne de Don Bosco a pour mission d'éduquer en évangélisant, d'évangéliser en éduquant, et au cœur de cette mission a été aussi placée la radio Don Bosco, et elle aussi, à son cœur, elle a placé la jeunesse que vous êtes. Cette jeunesse n'est pas perçue comme une tranche d'âge pouvant aller de tel nombre d'années à tel autre. Non. Cette jeunesse est au-delà de l'âge, une jeunesse aussi à imaginer et à définir selon l'état d'esprit. Nous accompagnons aujourd'hui à Bari RDC et nous l'avons accompagné depuis longtemps en passant plusieurs de ces émissions. Non seulement parce qu'ils sont des jeunes, mais parce qu'ils ont des visions novatrices qui soutiennent, renforcent et complètent les nôtres comme radio. Et nous estimons qu'aller avec ceux qui réussissent nous donne de réussir ensemble. Car aujourd'hui, en effet, le combat à mener n'est pas celui d'un camp contre un autre ou de deux camps parallèles. La grande victoire, c'est celle d'une grande équipe. Et la grande équipe qu'on a constituée dans Bosco Radio et à Bari RDC, c'est celle qui aboutit à ce que nous avons à vivre ensemble aujourd'hui. Nous espérons que vous sortirez d'ici non seulement enrichis, mais surtout motivés, transformés, avec des ambitions boostées mieux qu'à l'arrivée. Plein succès aux travaux et bon courage à vous tous. Donc, Bosco Radio. Pour ce que l'on peut faire, pour ce que l'on peut faire, le plus beau diplôme reste dans un tiroir, faute d'un bon emploi, ne serait qu'un miroir. Le plus beau diplôme reste dans un tiroir, faute d'un bon emploi, ne serait qu'un mouroir. C'était créateur et non quémandeur. Je vous remercie. Empêché, son Excellence le ministre provincial de l'enseignement a délégué son conseiller M. Benjamin Kassongo qui a prononcé les discours d'ouverture du forum sur l'autonomisation des jeunes. Monsieur le Président de ABAR RDC, Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers jeunes. Ceci dit, je m'en vais vous prononcer le discours d'ouverture que devait vous lire Son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'enseignement, de la recherche scientifique et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, le gouvernement provincial de Haut-Katanga ainsi que le ministre provincial de l'enseignement, que j'ai désigné l'honneur de représenter ici, accordent beaucoup d'importance au secteur éducationnel. Notre ministère félicite la plateforme des journalistes et blogueurs congolais réunis au sein de ABAR RDC et ses partenaires au l'Institut français de Lubumbashi pour l'organisation de ce forum sur l'autonomisation des jeunes et qui a pour thème enseignement universitaire en RDC. Pour quelle finalité? J'ose croire, à travers les débats et discussions qui vont avoir lieu, chaque participant va tirer profit de sa présence en ce lieu. J'encourage ce genre d'événement dès lors qu'il constitue un espace pour le début d'un entrepreneuriat des jeunes issus de nos universités et instituts supérieurs qui sont en quête d'emploi. Je déclare ouvert le forum sur l'autonomisation des jeunes et je vous remercie. Chaque intervenant a eu à développer un thème bien précis. Après développement,
S'en est suivi du jeu de questions et réponses. Merci, mesdames et messieurs membres organisateurs de ce forum. Merci d'avoir choisi ma modeste personne pour cette intervention. Je ne me sens pas tout à fait à l'aise en abordant ce thème, étant donné que je suis intervenant dans les secteurs. Voilà pourquoi je voudrais pour commencer vous demander ici à me considérer simplement comme un cadre de réflexion et non pas comme professeur à l'Université de Lubumbashi et secrétaire général administratif de l'ISP Lubumbashi. La question de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC est une question complexe qui doit rentrer en principe dans le système éducatif. Nous ne pouvons pas parler de l'issue sans commencer par l'école maternelle, primaire, secondaire et finir par l'enseignement universitaire. Mais puisqu'il s'agit de l'enseignement universitaire, voici ce que je constate. C'est un plaisir de savoir que les jeunes que vous êtes s'arrêtent pour penser l'enseignement supérieur et universitaire. Dans tous les pays du monde développés, le développement justement s'est imposé grâce à la jeunesse universitaire. La France, c'est qu'elle est, c'est grâce à la jeunesse universitaire. Les États-Unis, c'est qu'ils sont, c'est grâce aux universitaires. Si les universitaires ne s'arrêtent pas comme vous venez de le faire pour réfléchir sur l'avenir du pays, il n'y aura jamais de développement. Vous le savez, nos universités ne sont presque pas classées. Parmi les 100 premières universitaires au monde, il n'y a aucune université congolaise. Parmi les 100 premières universités africaines, il n'y a aucune université congolaise. C'est pour vous dire que entre les universités congolaises et les universités d'ailleurs, c'est le jour et la nuit. Mais on devra noter que parmi les produits des universités congolaises, il y en a qui se sont auto-formés, il y en a qui ont réussi à briller, notamment sur le plan international. Ce n'est pas à moi de vous rappeler ici que la plupart des médecins en Zambie et en Afrique du Sud viennent des universités congolaises. Ça me fait rire chaque fois que l'on parle du programme de l'enseignement supérieur et universitaire. Je ne sais pas si les gens maîtrisent bien quand on parle du programme universitaire. Je l'ai pris, celui que nous administrons dans l'enseignement supérieur et universitaire depuis 2004. C'est celui-ci. Si je l'ai fait circuler, je suis sûr que vous le voyez vous-même quand vous êtes étudiant ou quand vous êtes passé par l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une liste des cours. Un programme universitaire, un programme d'enseignement ne se présente pas de cette façon. Qu'est-ce qu'un programme d'enseignement? Le législateur donne un intitulé et définit le contenu par rapport à chaque filière. Je donne un exemple. Le cours d'expression orale et écrite en français. 60 heures théoriques, 30 heures pratiques. En lettres, voici les contenus. Ce même cours, en droit, voici les contenus parce que ça ne peut pas être la même chose. Je donne un autre exemple, le cours d'informatique. Ici, c'est libellé, c'est simplement informatique.
Vous allez en lettres, informatique 1, informatique 2, informatique 3, ça veut dire jusqu'en G3. Vous allez en économie, la même chose. Le programme, c'est lettres, informatique 1. Qu'est-ce qu'un homme de lettres a besoin dans le cours d'informatique par rapport à son domaine? Ça s'appelle programme. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons une liste de cours. On n'a pas de programme dans l'enseignement supérieur et universitaire. C'est quoi la conséquence? C'est, vous allez dans la même filière. Je prends un exemple. Relations internationales. Le cours d'introduction aux relations internationales donné par un professeur. Vous regardez les contenus. Vous allez dans une autre université, dans la même filière, le cours d'introduction aux relations internationales. Vous constatez par moment que ce n'est pas la même chose. C'est une conséquence fâcheuse. Parce qu'en principe, en déterminant le contenu de chaque cours, tous les produits universitaires d'un même système éducatif ont le même niveau. Et donc, le programme pose problème. Mais celui que nous avons, il avait été réformé en 2004 pour 5 ans. Je crois que nous sommes en 2017. C'était un programme provisoire. Il est resté provisoire plus de 10 ans après, pendant que c'était pour 5 ans. Et là-dedans, je vois ici, il y a beaucoup de mes étudiants qui sont passés par les SIC. Vous avez des problèmes très très graves. Vous avez des cours qui sont programmés où ils ne doivent pas être. Vous avez des cours du genre média planning en journalisme, pendant que c'est un cours de communication. Je suis un homme de lettres. Je vois ici lettres et civilisation française. Tous les cours de civilisation française supprimés. Tous les cours de philosophie de l'art supprimés. Mais je constate aussi que le programme en question n'est pas suivi par toutes les universités du pays. Je crois qu'en allant à Kinshasa, nous n'avons pas exactement ce programme. Ici à Lubumbashi, si je vais à Mouloloa, ce n'est pas celui-ci exactement. Si je vais à l'UR, ce n'est pas exactement ce programme. Et pourtant, c'est celui-ci que l'État nous propose. Il y a donc un désordre que nous devons analyser sans froid. Mais, rassurez-vous, le système éducatif chez nous est touché, et si nous continuons à fonctionner de la même manière, il n'y aura jamais de développement, parce que le développement dépend de la qualité des universitaires d'un pays. Je vous remercie. Merci professeur pour votre précision. On voit que sa présence est tellement nécessaire. Prochainement, veuillez assurer que les représentants de l'État soient présents parce que nous avons des questions à poser. C'est ça. J'étais en 3e graduat à l'époque, et ceux qui ont été convoqués dans des débats, curieusement, aucun étudiant ne faisait partie de l'équipe pour discuter. Comment voulez-vous améliorer les choses qui concernent les étudiants sans parler avec les étudiants eux-mêmes? On nous exige la langue anglaise. Oui, nous sommes un pays anglophone, nous sommes un pays anglophone. Et pourquoi on ne nous exige pas d'étudier? On ne nous exige pas le Tétéla, le Kikongo, le Chiluba ou le Kiluba dans nos cycles, dans nos enseignements. Merci. Dans toutes les écoles, déjà, il faut qu'il y ait un service de guidance et d'orientation. En 2e CO, vous avez fini, on ne vous reçoit pas des spécialistes, des psychopédagogues. Par rapport aux compétences, les diplômes que vous avez,
vous avez échoué dans tous les cours qui ont à voir avec les mathématiques. Mais vous allez en maths physique. Ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un service dans toutes les écoles. Mais ces services-là devraient travailler avec les parents. Je reviens à la préoccupation que les intervenants dans les systèmes éducatifs, les parents jouent un rôle important. Et puis par rapport à d'autres pays du monde, qu'est-ce que nous devons apporter comme contribution scientifique au regard de ce problème, formuler les enseignements à l'école maternelle, à l'école primaire, sans passion, et à l'université. Apprendre une autre langue romane que le français. Moi, j'avais appris l'italien que je parle. En dehors de ces deux langues, il faut apprendre l'anglais, ça fait 3. Après l'anglais, il faut apprendre une autre langue nationale que celle que vous maîtrisez. Ça veut dire, si vous êtes de Lubumbashi, vous connaissez les Kiswahili, il faut étudier soit les Chiluba, soit les Kikongo, soit les Lingala, ça fait 5 langues. C'est comme ça que ça fonctionne à l'aide. Et en ce qui me concerne, je veux parler du travail, du marché du travail, des jeunes et de ses préalables. Alors, pour revenir à ce qui a été dit par l'éminent professeur qui m'a précédé, on étudie pour un but. Quand on va à l'université, c'est pour acquérir des connaissances professionnelles, technologiques, artistiques, disciplinaires même, afin que ces connaissances puissent nous servir à l'avenir. Et en parlant d'enseignement comme pilier de ces connaissances, la loi numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national dit que l'enseignement national vise l'acquisition des compétences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour créer une nouvelle société congolaise, démocratique, solidaire et prise de justice et de paix. L'on comprend là que le but même de l'enseignement, au-delà de tout le parcours que l'on fait, de tous les efforts que l'on consent personnellement, est de servir l'État. Moi, j'ai grandi dans une famille où tout le monde est allé à l'université parce que mon père m'a dit ton premier mari, c'est ton diplôme. Celui qui viendra après, on ne sait pas comment il sera. Mais nous sommes tous victimes de nos cultures parce qu'une femme congolaise aujourd'hui qui va travailler, elle est perçue différemment de la femme congolaise qui reste à la maison. Donc je demande peut-être même aux femmes, parce que moi je n'aime pas tellement qu'on parle d'émancipation de la femme, on est victime quelque part. La femme, elle doit savoir où est sa place. Si elle a envie de se battre, qu'elle oublie qu'elle est femme. Dire que les femmes vont atteindre 50% d'ici 30 ans, moi je pense que ce n'est pas un sujet d'actualité. Le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est de savoir celui qui quitte l'université, qui il devient. On le prépare à devenir qui? Je voudrais demander à madame qu'elle puisse sensibiliser les femmes, parce que ça fait plus de 30 ans que nous organisons une conférence de la promotion de la femme, et c'est la femme elle-même qui se sous-estime. C'est elle-même qui dit que non, je dépends de mon mari, c'est mon mari qui doit me donner la permission de travailler quelque part, etc. Avant d'intervenir, elle s'est présentée. Elle a dit qu'elle était, je ne sais pas, entrepreneur ou qu'elle organisait des conférences ou je ne sais quoi. Mais moi, je me demande, c'est en fonction de quoi est-ce qu'elle les organise. Si elle reconnaît que la place de la femme africaine est quelque part, pour ne pas dire à la cuisine, faire des enfants et être aux petits soins. Mais c'est en vertu de quoi est-ce qu'on entreprend toutes ces choses-là. Parler de différence entre la femme européenne et occidentale et la femme africaine, il est certes vrai qu'il y a une différence et chaque peuple a sa culture. Mais cette disposition a été
abrogée, elle a été réformée par le nouveau code de la famille qui veut que tout se fasse par consensus. Ça veut dire l'homme et la femme se mettent d'accord. Hein, il ne faut pas une autorisation expresse écrite. L'homme et la femme se mettent d'accord. Et de toutes les façons, moi je pense que le législateur n'a fait qu'apaiser certains esprits. Parce que ce qui est fait, c'est que même avant, quand la femme travaillait, il y avait ce qu'on appelait le mandat domestique. Quand vous faites des choses et que l'homme ne conteste pas, c'est que tacitement, il épouse votre avis. C'est que tacitement, il vous permet de faire cela. Alors c'est peut-être, moi je me dis, c'est peut-être au vu de multiples réclamations que le législateur est parvenu à dire cela. Donc on parle de consensus. Vous mettez d'accord et la femme travaille. Et ce consensus-là n'est pas approuvé par écrit, et ainsi de suite. On suppose que si la femme vient travailler, son mari est d'accord. Parfaitement avec mon sujet de mémoire, parce que moi je parle de circuit relationnel dans le processus de recrutement des journalistes. Moi je parle beaucoup plus des journalistes. Alors ici je voulais juste demander à madame, que pensez-vous de ce système-là, le népotisme, les circuits relationnels? Pensez-vous qu'aujourd'hui il est possible d'engager des jeunes sans mettre en exergue ou sans prendre en considération les circuits relationnels? Merci. Alors, parlons du circuit relationnel. Bon, je pense que pour l'instant, on ne sait pas punir ça officiellement. Donc, moi, je pense que l'État devait veiller, les entreprises devraient plutôt veiller à la méritocratie plutôt qu'au circuit relationnel. Alors, ensuite, les pistes de solutions que moi je propose, on a parlé ici de la réforme du système éducatif. Je voudrais ici m'atteler sur le système universitaire. Une chose, c'est que j'ai remarqué qu'avec le système LMD, on forme différemment qu'avec le système traditionnel. Je m'explique. Le système traditionnel, le professeur l'a dit, forme, si je pourrais reprendre ces mots, il a dit, on forme son savoir de quel profil le pays a besoin. Mais dans le système LMD, c'est le contraire qui se passe. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le système LMD, on veut former des gens pour répondre aux problèmes de la société. On veut former des gens qui répondent à des problèmes sociaux, des problèmes de santé, tous les problèmes que nous rencontrons dans la société. Et donc moi, je pense qu'on en est là, c'est peut-être un processus qui est enclenché, je ne sais pas, professeur de l'université, je ne vais pas le dire, mais je pense quand même qu'on devrait essayer de tendre vers ce système-là. J'ai pris des jeunes dans des domaines relativement variés par rapport à ce que je fais. Je sais que par exemple aujourd'hui, dans un an ici, je ne peux aller nulle part sans le domaine technologique. Je ne parle pas des étudiants qui font 80%, mais je parle des étudiants. J'ai par exemple appris que tel étudiant, est-ce que tu sais qu'il avait développé une application dans ceci, cela, il fait ceci? Je le suis, je lui dis, mais écoute, moi je fais ceci, je peux t'apporter cela, tu peux m'apporter cela. Et évidemment, il y a aussi parfois le facteur relationnel d'un maître Eugénie a parlé qui n'est pas faux. Je prends des gens avec lesquels je pourrais facilement m'entendre pour qu'on puisse évoluer ensemble. Voici ma réflexion, c'est que je vous ai donnée, c'est que vous n'avez pas choisi entre l'emploi et l'entrepreneuriat. Je voulais juste vous dire que vous avez besoin d'au moins 4 sources de revenus minimum. L'emploi peut faire partie de ces sources de revenus et vous devez ajouter à cela l'entrepreneuriat, pas seulement dans un domaine, mais vous devez avoir plusieurs couches, n'est-ce pas, d'entreprise, plusieurs formes. Quand vous lisez les livres, je vous recommande je donne certaines idées. Vous pouvez vous-même vous impliquer dans l'entrepreneuriat comme aussi vous pouvez faire travailler votre argent. Et pour arriver à faire travailler l'argent, il faut la discipline de l'épargne. L'épargne conduit au capital, n'est-ce pas? Le capital peut être investi dans le projet des autres et vous donner une rente. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et je vous ai dit aussi, pour conclure, que vous devez planifier votre vie en commençant par la fin. Une fois que vous avez déterminé l'atterrissage de votre vie, vous rentrez aujourd'hui pour commencer à tisser cette vie-là. Quand est-ce que ça va disparaître? Ce n'est pas l'État qui va vous dire, mais c'est juste que ça va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a le vieillissement de la population. Les cotisations des jeunes n'arrivent pas à satisfaire le nombre de vieux qui sont à la retraite. Pourquoi? Parce que les gens vivent trop longtemps et font très peu d'enfants.
et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, chaque citoyen a la responsabilité de pouvoir assurer sa propre retraite. Entreprenez, faites-vous accompagner, lisez des livres, cherchez des mentors, cherchez des coachs qui peuvent vous montrer le chemin. Merci. On peut applaudir C'est un message d'abord, comme je l'ai dit moi-même, d'abord pour moi-même. J'étais très heureux de découvrir ce forum des jeunes qui se réunissent pour réfléchir ensemble sur leur avenir, sur leur autonomisation. Vous savez, nous avons terminé avec les objectifs du millénaire. On parlait de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, les jeunes ont lancé aussi leur thème d'autonomisation de la jeunesse. Donc, c'est une découverte heureuse que les jeunes se mettent ensemble pour réfléchir sur le sort. Non seulement leur propre sort, mais sur l'avenir de notre pays, l'avenir de notre société. Donc, le message de minuit, c'est un message d'encouragement pour ces jeunes. L'université, c'est la continuité des humanités. Il faut commencer la réforme par la base. Et donc, le choix doit être fait, mieux fait après le cycle d'orientation, mais le programme doit tenir compte de ce qui a été fait, de ce qui a été donné comme enseignement aux humanités, et non pas commencer la réforme par la tête. On commence la réforme par la base. Donc les études élémentaires et puis finir par les études universitaires. Une fois que nous avons des universitaires mieux formés, rien à faire, le pays va se développer. La qualité des universitaires d'un pays compte pour que justement ce pays se développe. Je pense que les jeunes ont peur de se lancer, c'est une peur bleue. C'est une peur bleue, ils ont entendu dire que ça ne pouvait pas marcher, ils ont entendu dire que ils ont beaucoup entendu, mais ils n'ont rien vu, alors ils ont peur, ils ont une peur bleue. Et le message que je veux lancer, il reste le même. Chers jeunes, je vous demande d'être impatient envers la vie, je vous demande de commencer. Mais soyez toujours patient envers la réussite, parce que quand vous avez commencé, la réussite ne fera que venir vers vous. Il faut bâtir sur ce fondement-là, il faut acquérir d'autres compétences indispensables, c'est à travers la lecture, à travers les formations, à travers le coaching, nous pensons qu'à première vue, c'est une réussite parce que les gens sont venus me voir, moi personnellement, le président de Abar RDC, pour me parler de leur satisfaction quant à l'organisation et quant aux résultats obtenus tout au long de cette manifestation. Nous avons mené une enquête de satisfaction et nous attendons les résultats parce que nous avons fait passer les questionnaires, les gens ont répondu et à première vue, c'est déjà une réussite, les gens sont contents et les gens pensent qu'ils se sont sortis avec quelque chose à la fin de cet événement. Donc, c'est basé sur ces deux aspects, c'est une réussite. Après, quelles sont les perspectives d'avenir? Nous pensons que Abari est appelé à grandir au sein de la ville de Lubumbashi. C'est une expérience. Nous ne pouvons pas dire non, nous avons réussi, on passe les bras, non. Nous allons plus nous intéresser aux aspects négatifs pour pouvoir améliorer et donner aux jeunes des choses qui sont bien pour leur développement personnel. Donc, nous allons toujours rester en contact avec les différents jeunes qui sont en contact avec nous, qui nous écrivent, pour savoir quelles sont leurs préoccupations, afin d'organiser, n'est-ce pas, un événement qui réponde à leurs besoins prochainement. On ne peut pas dire que prochainement, on va encore organiser un forum sur l'autonomisation des jeunes. On organisera quelque chose qui répondra aux besoins des jeunes à ce moment-là. Voilà, merci.